Alors, je crois qu'on pourra demander à Madame Denier de commencer, à Madame Denier-Pasquier, pardon, de commencer. Ensuite, ce sera Monsieur Capla et puis Monsieur Francis Clic, donc terminera. Ok, merci. Alors, j'ai pas de montre, hein, je vous préviens. Non, mais vous me regardez de temps en temps et je Non. vous dirai si ça. Bon, bah écoutez, merci pour cette belle journée. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de partager ces expériences avec vous. Et puis voilà, de partager aussi, puisque justement la vie du CESE s'est construite à partir d'une partie de ces expériences, mais vient rencontrer d'autres expériences. Et je pense que l'avenir de la réconciliation de l'eau et de l'agriculture, elle passe par justement un élargissement de ce type de rencontre. Donc, grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, qu'est-ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui? Eh bien, j'ai 3 points. On a beaucoup parlé de captage, et le captage nous dit que l'eau est un produit local, un produit d'alimentation local. C'est à côté de chez nous, c'est la source, c'est la fontaine. Et qu'il donc faut partir des sols, de nos terroirs, et aussi des pionniers qui parfois s'ignorent. Ce que nous a bien dit la personne de l'INRA. Il y a des gens qui ont des pratiques respectueuses de l'environnement qui ne le savent pas aussi. Et puis il y a des pionniers qui veulent rechercher cette double compétitivité économique, écologique, et qui est souvent une compétitivité aussi, enfin, non, j'aime pas ce terme-là pour ça, mais une réussite sociale. Et là, il est intéressant de suivre les petits poussets. On a vu les petits poussets du Gers, mais c'est beau parce que justement, ça nous amenait jusqu'à l'épicerie et au lieu d'échange. Et je trouve que le symbole est très très beau. Et puis les petits poussets qui sont partis 20 ans avant à Lons-le-Saunier, qui ont fait leur chemin et qui peuvent apprendre aussi au niveau de comment faire, pourvu qu'on ait un cap et une stratégie qui s'inscrit dans la durée et sur son territoire et avec des relations franches, où on se dit les choses et où on écrit une règle qui a du sens et on fait des contrats qui ont de la valeur, mais dans lesquels l'objectif n'est jamais perdu. Donc une stratégie cohérente pour sauver nos captages, je pense que c'est important. Donc c'est une politique territorialisée, et la politique territorialisée, ça ne veut pas dire une politique émiettée. L'adaptation au territoire, c'est justement s'inscrire dans une stratégie où on part des captages. Ce sont nos territoires les plus fragiles, mais ils doivent s'inscrire dans une politique plus large de bassin. Et il est important aussi dans ces cas-là de montrer les coûts évités, que finalement tout le monde, c'est vraiment des stratégies gagnant-gagnant pour la collectivité. Donc ça, les petits poussets des captages, ça me semble vraiment intéressant. Le deuxième point, c'est un agriculteur producteur d'eau de qualité, c'est un métier. C'est pas en claquant des doigts. Ce sont des techniques qui s'éprouvent, ce sont des risques d'échec, des risques économiques que prennent les agriculteurs. Et ça, il faut le dire. Et ce sont des travaux à la fois sur les parcelles, à l'échelle des parcelles, à l'échelle des exploitations, avec des logiques de système d'exploitation. Ça, mon voisin le dira très très bien. Et seuls les agriculteurs peuvent parler aux agriculteurs. Et dans ces cas-là, il ne faut pas en effet partir, si on part en opposant les bio et les non-bio, un tel et de telle chapelle, etc. Enfin, je vous assure que quand on n'est pas du monde, enfin je suis issu du monde agricole, mais j'ai appris à le décoder, mais c'est compliqué parfois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dépasser ces clivages, même internes au monde agricole, ça me semble vraiment important. Et puis les autres acteurs, ils doivent apprendre le langage agricole. Et je pense qu'une des clés de réussite aussi, c'est quand des collectivités territoriales, ils se prennent un agronome, un animateur agricole. C'est pas pour leur dire des choses, enfin imposer des choses, mais il y a vraiment une compréhension de deux mondes à faire de ce côté-là. Et puis des expérimentations croisées dans des conditions pédoclimatiques proches, c'est vraiment des terrains, pour produire des références, je dirais, agronomiques, économiques et aussi écologiques compétentes. C'est-à-dire que c'est aussi sur cette émulation entre des exploitations au sein d'un même territoire qu'on avance ensemble. Et il faut ne pas hésiter. Quand on identifie des points de blocage, on a parlé de la flavescence dorée, bien les identifier, ne pas hésiter à interroger la recherche, celle qui est à côté d'ailleurs, souvent sur son territoire, et pour pouvoir mieux dépasser ces points de blocage, leur poser les bonnes questions. Et vraiment, il y a besoin d'une qualité d'animation pour lancer et soutenir ces différentes dynamiques. Et le troisième point,
Donc ça, c'est vraiment, il y a des marges d'innovation, on a des vraies marges de manœuvre pour progresser ensemble sur les territoires. Le troisième point, c'est réconcilier l'eau et l'agriculture. Ça ne peut pas être autrement qu'inscrire cette problématique dans un projet de territoire global. L'eau et l'agriculture, ça ne concerne pas que les agriculteurs. Il y a des productions-solutions. Si on fait de la diversification des cultures, il faut trouver des débouchés. Et si les débouchés n'existent pas, ce sera une bonne idée qui ne durera pas. Il ne faut pas aussi ne pas s'arrêter, ça je le souligne parce que dans l'Ouest, c'est le débat qu'on avait il y a 20 ans justement, mais ne vous arrêtez pas au seul captage. La qualité de l'eau, pour l'économie, pour le social, pour l'environnement, ça concerne, je dirais, l'ensemble, ce qu'on appelle de façon un peu trop technocratique, les masses d'eau. Parce qu'il y a des enjeux économiques, on le sait en Bretagne, sur la dégradation des eaux littorales. Toutes les rivières montent à la mer. Ici, elle est très près. Et ce lien entre la terre et la mer, eh bien, c'est aussi un projet de territoire. Et rien que mieux que l'eau nous parle de cette solidarité, je dirais, obligée avec notre environnement, mais sur lesquels, je dirais, un territoire qui va réussir, je dirais, la transition écologique, qui va permettre voilà, ici, c'est aussi une qualité économique d'avoir un territoire, je dirais, agréable à vivre, parce qu'il attire pour ça. Eh bien, il y a des enjeux là-dessus et il y a aussi à débattre là-dessus. Et il faut savoir donc associer des actions agricoles et non agricoles sur un territoire. Là, on a parlé des pesticides à un moment, ça en a une illustration, et c'est souvent associé, être dans un programme cohérent, c'est ce qui permet d'être le plus efficace. Enfin, troisième point, sur ce point, sur les projets de territoire, il faut inscrire les projets agricoles sur un projet alimentaire et agricole de soutien à ces exploitations qui osent cette transition écologique. Là, on a parlé des débouchés dans les cantines, des marchés publics. Trouver vraiment, boucler la boucle sur les territoires pour que cette solidarité du territoire avec les agriculteurs qui s'engagent pour une meilleure qualité de l'eau soit très concrète. Merci Florence Denier-Pasquier. Je vais passer la parole donc à Jacques Kaplan. Je voudrais signaler qu'il animera à 18h, pour ceux qui seront intéressés, une conférence publique sur le thème de changeons d'agriculture, cultiver les alternatives aux pesticides. Et cette conférence se tiendra ici même. Voilà, à vous Jacques Kaplan. Merci. Alors, c'est toujours un peu difficile de faire une petite intervention brève en conclusion, sachant que je vais ensuite faire une intervention beaucoup plus complète, mais pas forcément entièrement sur le même thème. Alors, ce qui me paraît très important, les points sur lesquels j'ai envie d'insister par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui ou aux réflexions que ça m'a suscité, le premier, c'est que tout est relié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter l'eau sans traiter d'autres aspects agricoles, de la même manière qu'on ne peut pas traiter le quantitatif sans traiter le qualitatif, etc. C'est important parce que si on segmente trop, on finit par perdre de vue des échelles d'efficacité. Plus on agit au niveau global, plus l'argent investi est efficace, tout simplement. Et ça tombe bien, beaucoup de solutions pour l'eau sont aussi des solutions pour la biodiversité, sont aussi des solutions créatrices d'emplois et répondent donc à énormément d'enjeux sociétaux actuels. Donc ça, c'est déjà un aspect très important, je pense, c'est de penser à relier la question de l'eau à d'autres questions. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que les politiques publiques sont segmentées et les structures de financement ont tendance à être segmentées. Ensuite, dans cette perspective d'améliorer la qualité de l'eau, j'insiste sur le fait que l'agriculture biologique est un facteur très important, à la fois en tant qu'outil et en tant que référence. Alors, en tant qu'outil, on l'a vu par certains exemples, le fait d'articuler un travail sur un territoire avec des objectifs de conversion à l'agriculture biologique, ça permet d'avoir des résultats mesurables, ça permet d'avoir des dispositifs visibles, compréhensibles, avec une échelle européenne. Il ne faut pas oublier qu'il y a une définition européenne et même une définition mondiale, mais ce n'est pas tout à fait la même. Et donc, c'est un outil technique et financier aussi du changement. Mais la bio, c'est aussi, ça a été dit par exemple à propos plusieurs exemples, mais Lons-le-Saunier, mais aussi Dombrial, c'est ça, j'écorche pas le nom, c'est que la bio va servir de référence pour les autres agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut décloisonner
les différents types d'agriculture, il n'y a pas la bio dans une tour d'ivoire et les conventionnels d'un autre côté. Il y a une méfiance mutuelle des deux mondes, je le sais, je l'ai vécu. Elle a des causes complexes qui remontent loin parfois. Il faut essayer de dépasser ça. On a besoin d'un dialogue entre les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio, entre les différents échelons, les différentes étapes qu'on peut avoir. Et parce que c'est bien les agriculteurs bio qui, de facto, ont mis en œuvre, ont expérimenté, ont créé en fait en partie les solutions qui ne sont pas forcément bio ensuite dans leur mise en œuvre, mais quand on nous parle de lutte biologique, c'est les bio qui l'ont inventé. Quand on nous parle de rotation complexe, c'est les bio qui ont expérimenté. L'agroforesterie, la plupart des pionniers sont en bio. Enfin, il y a énormément de techniques qui sont mises en avant aujourd'hui, qui ont été inventées par les bio. Et donc, c'est bien là-dedans qu'on va aller chercher les techniques qui vont aider les autres à évoluer. On peut ensuite prendre à la carte, quoi. Le menu, c'est bio, mais après, on peut aussi se servir à la carte. Et de ce point de vue-là, c'est important aussi de valoriser. Il est important de reconnaître. L'expérience de Lons-le-Saunier, c'est intéressant aussi pour reconnaître, de dire, voilà, cette ville a été pilote, et c'est important de le dire. C'est important de valoriser les pionniers, les petits poussets. Et c'est important aussi de valoriser les bio. Il y a parfois un certain oubli du rôle que les bio ont joué. Justement, quand on nous parle d'agroécologie dans la version actuelle, on oublie un peu de dire que toutes ces techniques-là, elles ont été mises en place par les bio. Et c'est important, parce que la reconnaissance, c'est ce qui permet ensuite d'aller plus loin, ce qui permet d'avoir une dimension humaine, un respect humain. Et ensuite, un autre aspect très important, c'est le fait d'avancer par étapes, par petits pas. Il est évident que beaucoup de systèmes sont très loin de la bio. Donc moi, je suis favorable à évoluer vers la bio, mais je suis le premier à dire que tous les paysans ne vont pas passer en bio demain. L'enjeu, une fois qu'on sait où on veut aller, c'est d'aider à évoluer par petits bouts à partir de la situation où sont les agriculteurs aujourd'hui, en répondant à des enjeux très concrets. Et il faut savoir répondre aux enjeux concrets, il faut savoir confronter l'objectif idéal à la réalité pratique. Il y a effectivement des réalités techniques, il faut les prendre en compte. L'irrigation est un exemple. Ce que je disais ce matin, travaillons d'abord sur le sol. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas après éventuellement irriguer. Mais commençons d'abord par aller le plus loin possible dans ce qu'on peut changer. Et comme le disait Florence Denis-Pasquier, quand on a des points de blocage, il faut y répondre. Et attention, ne nous leurrons pas, hein, les points de blocage, les impasses techniques, il y en a autant en conventionnel qu'en bio. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a qu'en bio qu'on a des blocages et des impasses techniques. Simplement en conventionnel, on met des moyens monstrueux, enfin monstrueux non, parce que c'est bien d'en mettre, mais on met des moyens importants, monstrueux c'est un peu péjoratif, pour résoudre ces points de blocage. La recherche publique a passé des décennies à résoudre les points de blocage du conventionnel. Mettons un peu d'argent dans la résolution des points de blocage en bio, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va les résoudre. Il ne faut pas dramatiser la situation. Il y a des points de blocage économiques. Effectivement, il faut qu'un paysan qui évolue sache qu'il va garder son revenu. Mais attention, ce n'est pas forcément le rendement. Ce matin, je ne sais plus qui disait on doit maintenir un rendement. Non, on doit maintenir un revenu. Si le rendement baisse un peu, mais que c'est valorisé, et que ça évite d'avoir des surplus et d'être confronté à un marché mondial où les cours s'effondrent, je ne vois pas où est le problème de faire baisser un peu les rendements. Aujourd'hui, on produit de quoi nourrir 1,5 fois l'humanité. Donc, si on a, même plus d'1,5 fois, donc le problème, il n'est pas un problème de production, il est ailleurs le problème. Donc, le problème, il est d'abord de maintenir le revenu. Ne nous trompons pas sur les objectifs. Et derrière, donnons les solutions, trouvons les solutions. Et puis, il y a les enjeux sociaux. Et les enjeux sociaux, c'est quelque chose qui est trop souvent oublié. Pour un agriculteur, changer, c'est très lourd. Alors, changer en bio, n'en parlons pas. Souvent, c'est comme un salarié qui déménagerait à 600 km de là où il habite. C'est changer de métier, changer d'environnement social. Changer de conseiller de COP, de conseiller technique chambre s'il y en a un, parce qu'il n'y en a pas toujours en bio, de filière économique, etc. Donc c'est très très lourd. Et ça a besoin d'un accompagnement de la société. Et c'est là où c'est formidable, la protection de l'eau. C'est que justement, c'est un outil remarquable d'accompagnement social des paysans. Parce que quand on a une politique publique de protection d'un territoire par rapport à l'eau, on crée un dialogue territorial entre les bio et les non-bio. On reconnaît normalement les techniques bio, et on montre qu'il y a une volonté d'évoluer dans ce sens-là aux paysans. Et donc, d'un point de vue social, ils sont sécurisés. Et ça, c'est extrêmement important, de savoir que la société, ou au moins la collectivité territoriale, veut les faire évoluer dans un certain sens et va les accompagner dans ce sens-là. Qu'on ne va pas les lâcher dans la nature. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je finis juste pour dire que une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on a un dialogue, qu'on a une évolution pas à pas, etc.,
parfois il faut aussi, et je trouve que le Saunier le montre bien, parfois il faut aussi agir de façon un peu plus vite que... Enfin, il faut pousser la musique à aller un peu plus vite parfois. Il faut aussi faire preuve d'audace, voire imposer un peu, avec doigté évidemment, mais c'est parfois nécessaire pour obliger au changement, et les collectivités territoriales, les collectivités locales ont parfaitement la légitimité pour ça, parce qu'il y a la légitimité sociale derrière. Et là, je rejoins sur le fait que ces questions-là, ça concerne toute la société, et donc, à un moment donné, il faut aussi bousculer un peu, gentiment, dans le respect, mais il faut aussi bousculer un peu. Merci Jacques Kapla. La parole est maintenant à Francis Clic, donc vice-président de l'AGLO Perpignan-Méditerranée, en charge de l'eau dans sa délégation et de l'assainissement. Merci Luc. Il me revient effectivement le mot de la fin. Je ne sais pas, c'est peut-être tout simplement un droit d'aînesse, non? Je ne sais pas, je m'interroge. Que dire de plus après ces synthèses brillantes que viennent de faire Florence et Jacques? Je me contenterai donc de remerciements. Encore une fois, j'insiste pour dire que la qualité des exposés des intervenants a été parfaite, et en tout cas avec un langage simple. À aucun moment je ne me suis posé de questions sur des acronymes, encore que on en a quand même pas mal employé. Mais enfin, disons qu'il nous était familier. Alors, richesse des échanges, et puis surtout le principe de la mutualisation des idées et des projets. Aujourd'hui, j'ai appris, et demain, avec enthousiasme, je serai motivé pour essayer de faire avancer, dans le sens de l'intérêt général, les missions qu'on m'a confiées en tant qu'élu, en matière donc d'eau, pour la préservation de la ressource, et bien entendu, la reconquête de la qualité complète de l'eau et de l'eau potable. Alors, je voulais remercier, bien entendu, nos partenaires. Outre le CSE dont on a parlé, je remercie chaleureusement l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Chambre d'agriculture que j'appellerai du Roussillon. Enfin, normalement, c'est les Pyrénées-Orientales, mais je vais l'appeler du Roussillon. Verso Développement, sa directrice et le chargé de mission sont partis. Et ils sont là? Non, le chargé de mission est là. Ah, d'accord. Et Sivam Bio 66, bien entendu, j'en oublierai. Je ne ferai pas l'impasse sur les services de l'État. Merci, mesdames, messieurs. Et j'insisterai pour remercier les agents de l'agglomération. Je vais les citer, parce qu'ils ont fait un travail de Romain et un travail qui a porté ses fruits, parce que je crois que rares vont être ceux qui ont participé aujourd'hui à ce colloque pour faire des critiques. Alors, je remercie tout chaleureusement Caroline Sau, Daniel Rouffard, Yvonne Sacone, Pascal Aigret, et les miens, ceux de ma direction, Samy Soya. Lève-toi, Samy, parce que tu es un principal artisan. Mais également Lauriane Verluis, je ne la vois plus, elle est partie. Luc Malpère, qui a été notre monsieur loyal et qui a fait preuve à certains moments d'autorité. Je l'en remercie. Et puis, bon retour, parce que certains ont quelques kilomètres à faire. Et puis, n'oubliez pas votre gobelet, il vous servira pour boire de l'eau. Merci à tous.